So in the past talk, we talked about complexity. Dans la conférence précédente, nous avons parlé de complexité et de biologie. Et maintenant, nous allons parler des interactions complexes des particules et de haute énergie en physique. Et donc du LHC, du Large Hadron Collider. Et Christian va nous parler d'expériences assez intéressantes. Et veuillez applaudir Christian. Bonjour, merci beaucoup, merci de m'accueillir. C'est génial de voir autant de gens ici. Avant toute chose, maintenant que j'ai commencé, petit disclaimer, je fais partie de l'expérience Bell 2 et je vais donc utiliser ça comme des exemples, mais ce n'est pas une présentation de Bell 2 pour des raisons politiques. Deuxième chose, je vais énormément simplifier. La physique à haute énergie, c'est très complexe, donc la simplification est nécessaire. J'espère que c'est OK pour vous et que vous allez quand même apprendre quelque chose dans ce talk. Alors, d'où venons-nous? L'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Donc ça, c'est l'image que vous voyez en haut à droite. Et ensuite, il a évolué. On avait déjà eu des talks sur le rayonnement micro-ondes d'arrière-plan aujourd'hui. Donc ça, c'est un rayonnement qui est à une température de 2,7 Kelvin. Vous pouvez voir ici les fluctuations à l'ordre de 10 puissance moins 4 Kelvin dans ce rayonnement. Ce sont des micro-fluctuations, sinon ça ressemble exactement à la même chose de partout. Mais d'après les principes fondamentaux, il aurait dû y avoir une quantité identique de matière et d'antimatière pendant le Big Bang, mais on sait maintenant qu'il y a un léger déséquilibre parce qu'on est ici. Et ce déséquilibre est d'environ 1 pour 5 milliards. En tout cas, cet ordre de grandeur. Donc c'est très peu, mais la question est d'où venons-nous et comment est-ce que tout ça a évolué? Donc de quoi parle la physique à haute énergie? On commence par la très grande échelle, les galaxies, les clusters de galaxies. Si vous avez vu la présentation de Euclide tout à l'heure, vous pouvez réécouter ça. Ensuite, on a les grandes échelles, là où on parle de millions ou milliards de kilomètres, les systèmes solaires, les étoiles, ce genre de choses. Notre vie quotidienne, c'est ce qu'on appréhende le mieux. On peut comprendre un petit peu l'échelle des millimètres jusqu'aux milliers de kilomètres. Beaucoup d'entre nous ont pris l'avion sur ce genre de distance. Ensuite, on a en dessous les échelles de micro et nano, des micromètres au nanomètre. C'est là où on a des bactéries, des virus. Et en dessous de ça, on a l'échelle atomique. Ça, c'est en dessous du nanomètre, bien plus petit qu'un nanomètre d'ailleurs. Mais la physique à haute énergie s'intéresse à des choses bien plus petites encore que ça. Nous, on parle de longueurs qui sont en dessous d'un femtomètre. Un femtomètre, c'est 10 puissance moins 15 mètres. 10 puissance moins 15 mètres, c'est la taille d'un proton. Et ça, c'est une des particules de base à partir desquelles on existe. Et ça fait partie ici d'un atome d'hydrogène. Et voilà pourquoi je n'ai pas vraiment d'image ici. Pour les atomes, on a des reconstructions artificielles, des vues d'artistes qui essayent de montrer ce qui se passe. En physique à haute énergie, c'est très difficile d'avoir une image claire de ce qui se passe, parce que c'est juste trop petit. Donc ici, on a le modèle standard de la physique à haute énergie, qu'on va abréger en HEP. Le modèle standard, c'est ce qui décrit notre monde. C'est un modèle qui marche très bien. Dans la théorie du monde nanoscopique, ça implique des particules et des antiparticules, des états liés. On peut voir ici les particules fondamentales en haut à droite. On a 6 ce qu'on appelle des quarks, donc 6 d'entre eux, 2 générations de charges. Certaines sont chargées à 2 tiers d'une charge et les autres sont chargées à une charge de moins 1 tiers. Et on a aussi des leptons. Ça, c'est les électrons l'électron et ses grands frères, le muon et le tau. Et on a aussi ce qu'on appelle des neutrinos. Dans le modèle standard, ils n'ont pas de masse. Et on a des particules qui sont
porteurs de force. On a ici le photon. Ça, ce sont les porteurs des forces électrofaibles. Et ici, on a le boson de Higgs qui lui donne de la masse. On a enfin trouvé le boson de Higgs il y a 12 ans. Mais on sait quand même que le modèle standard a des limites. On sait par exemple que les neutrinos ont une masse, alors que dans le modèle standard, ils ne devraient pas en avoir. D'où viennent ces masses? Ça indique déjà que le modèle standard ne peut pas tout expliquer. Il y a quelque chose d'autre. De plus, le modèle standard ne décrit que 5% de l'univers dans son entièreté. Il ne contient pas de matière noire ni d'énergie noire. Et on sait que ces deux choses existent. Par exemple, si on regarde la courbe rotationnelle des galaxies, on peut voir la courbe de la vélocité telle qu'elle devrait exister en fonction de la distance du centre de la galaxie, si on avait juste l'énergie visible. Et là, on a nos observations. Donc il y a forcément plus de masse qui conduit à ce comportement dans les rotations. Et comme vous l'avez entendu dans la présentation Euclide, on n'a aucune idée d'où vient cette énergie. Il y a quelque chose qui fait gonfler l'univers, il n'arrête pas de grandir de plus en plus vite et on ne sait pas d'où ça vient. De plus, dans le modèle standard, on ne peut pas expliquer ce qu'est l'antimatière et on a toujours cette question de où est partie l'antimatière. On peut expliquer une partie de ça, mais pas tout. Donc ici, on veut parler d'instruction illégale. C'est le sujet de ce congrès. Alors, ce n'est pas une instruction illégale au sens de la nature, mais c'est une instruction illégale dans le sens où notre modèle n'est pas suffisant aujourd'hui. Il y a actuellement 3 saveurs de HEP. Donc, il y a la frontière de l'énergie, donc c'est lorsqu'on essaie d'atteindre les plus hautes énergies possibles. Si les gens connaissent quelque chose à propos des hautes énergies, ils connaissent des choses à propos du Large Hadron Collider. Et ça nous permet de découvrir directement des nouvelles particules d'une façon ou d'une autre. Mais on n'a pas un seul moyen de toutes les découvrir. Donc il y a aussi la frontière de l'astrophysique. Certains physiciens et certains chercheurs vérifient si les particules, d'où viennent les particules, donc des galaxies qui sont très loin de nous. Par exemple, des expériences comme IceCube, Super Kamiokande, et qui vérifient les sources des particules de très haute énergie qui parcourent parfois des milliers d'années-lumière. Et ensuite, il y a la frontière précision-intensité, donc qui est dédiée à des niveaux d'énergie plus faibles que les conditions initiales qu'on connaît. Donc, de niveau de magnitude de quelques gigaélectronvolts ou moins. Donc ce sont des découvertes indirectes de nouvelles particules. Donc, par exemple, les précédentes expériences sont Babar, Bell, Bell 3 et Bell 2, mais aussi le LHC peut faire certaines expériences avec certaines expériences comme le G-2 qui est très importante. Donc la différence entre les découvertes directes et indirectes, donc les découvertes directes sont celles qu'on voit. Donc à gauche, on peut voir les graphiques de ce qu'on voit pour le boson de Higgs. Et donc là, on voit quelque chose qui n'est pas très très grand, mais cela représente quelque chose qui a certaines propriétés auxquelles on s'attend. Donc il y a quelques déviations par rapport au modèle standard. Cela est un indice de certains modèles physiques au-delà du modèle standard, et donc peut-être de nouvelles particules auxquelles on ne s'attend pas. Donc là, par exemple, on se dit, bon, ça ne représente pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre pour le boson de Higgs. Donc, d'où viennent ces déviations? Et donc, voilà, donc c'est des observations indirectes. Et on a besoin d'expériences qui sont très très précises pour voir ça. Donc pour la physique, la précision de la physique nécessite des effets qui sont très faibles. Et
qui jouent des rôles à des niveaux d'énergie très très élevés. Et donc ça permet toujours de trouver des particules au LHC. Et donc, toutes les expériences nécessitent des grandes quantités de données pour mesurer des très très faibles déviations du modèle standard, des prédictions du modèle standard, donc via des effets indirects. Donc parfois, on va voir un peu plus ou un peu moins que ce à quoi on s'attend. Et il faut être extrêmement strict dans quelles données on garde dans nos analyses et quelles données on jette pour avoir des échantillons très purs. Donc généralement, on fait ça en REP, en physique à haute précision, avec des modèles. Par exemple, si on a le modèle de collision des protons au LHC, c'est comme la collision de deux voitures. Il y a énormément de débris qui vont voler dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là où la collision des électrons, c'est un modèle mathématique très simple, comme la collision de deux billes en acier. Et elles rebondissent l'une contre l'autre, et elles partent dans des directions qu'on peut calculer en fonction de leur vélocité, de leurs angles relatifs. Et on a la formule en dessous. Je vous promets, c'est la seule formule que vous allez voir dans ce talk. Cette formule permet de calculer ces angles en 3 dimensions. Et si vous voyez que la formule ne correspond pas à ce qu'on observe, vous savez qu'il faut la changer. Et ça donnera un résultat très clair ou non depuis le début. Alors, on peut commencer à partir d'états très bien connus au début, les électrons, les positrons, dans une collision qui peut former un photon, par exemple. Quand on a une création de nouvelles particules, la relativité s'applique, E égale mc2. Et on peut utiliser cette énergie pour plus ou moins diriger vers où on veut aller dans la création de particules. Donc par exemple, sur le graphe qu'on a ici, ça vient d'une expérience plutôt qui a un certain temps maintenant. On peut voir ici les extrémums locaux qui correspondent à certaines particules, mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette limite. À cette limite, on peut créer deux maisons B. Donc, les maisons B sont basées sur le quark Beauty. On appelle aussi ça la fabrique à B ou la fabrique à beauté, parce que les collisions qui se produisent à ce niveau d'énergie peuvent créer cette paire de particules. On peut aussi avoir des choses similaires à des niveaux d'énergie plus bas. C'est les éléments BS3 qui permettent de produire les quarks, Schwarm et des taux. Et en étant à un niveau d'énergie de 3 à 5 gigaelectronvolts, on peut créer ces leptons. Puisqu'on parle de charme et beauty, ici on utilise le terme de physique des flavors, physique des goûts, à cause des noms de ces quarks. Donc, quelles sont les particules qu'on a ici? On peut identifier deux types de particules combinées. Les mésons qui combinent une particule et son antiparticule, et les hadrons qui généralement combinent 3 quarks. Si vous cliquez sur le lien ici, c'est un lien vers la liste de toutes les particules qu'on connaît sur Wikipédia, et il y en a beaucoup. Généralement, les particules ont tendance à se dégrader vers des particules plus légères si elles sont lourdes. Et on peut observer ce processus et mesurer la dégradation. Et ça arrive assez vite puisque pas mal de particules ne vivent que de l'ordre de quelques microsecondes. Certaines peuvent vivre plus longtemps, mais la plupart vivent très peu de temps. On peut avoir par exemple la particule quarkonium. Ça, c'est un quark B et un quark anti-B, ou un quark C et un quark anti-C. Donc, ça nous permet d'avoir des quarkonium B ou C. Les maisons B, c'est un quark B et un antiquark plus léger. Donc, si on a un B et un UD ou un S comme antiquark, enfin, les deux antiquarks, on a les maisons D avec un quark C et aussi un antiquark plus léger, par exemple UD ou C. On a des maisons K qui sont encore plus légers que les maisons D. Et enfin, on a les maisons les plus légers qui sont généralement ce qu'on appelle stables. La plupart sont stables dans l'ordre de quelques microsecondes et ensuite ils se dégradent, et c'est ça qu'on peut voir dans les détecteurs. Donc ça, c'était les mésons. On a aussi les hadrons, le proton et le neutron. Ça, c'est les particules qui nous composent.
toute la matière qu'on voit, qu'on touche, est faite de protons, neutrons et électrons. Et il y a beaucoup d'autres hadrons, je ne vais pas essayer de les lister ici, mais les hadrons, comme je l'ai dit, contiennent 3 quarks. Alors maintenant, on en arrive à l'expérience Belle 2 avec laquelle je travaille. Alors contrairement au LHC, c'est pas en Suisse, à Genève, mais c'est localisé au l'accélérateur Super KEKB à Tsukuba au Japon. Et bon, maintenant, là, je vois que j'aurais dû mettre un petit emoji qui n'est malheureusement pas là. Mais bon, tant pis. Maintenant, on a plus de 1000 personnes qui travaillent sur cette expérience, mais bien sûr, il y en avait beaucoup plus qui travaillaient avec dans le passé. Donc, on a dit une usine B. Généralement, on l'appelle une usine B parce qu'elle est capable de produire des maisons B. Mais on ne peut pas éviter de créer aussi des maisons charmées et des leptons taux. Donc, on peut pas. Voilà, on en a. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est la zone de Tokyo et l'expérience Belle 2 est ici. Ça c'est une brève vue du détecteur qui fait environ 7 mètres par 7 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un détecteur de particules? On démarre au point d'interaction ou la région d'interaction, ce qui est ce petit point ici. Alors c'est vrai pour Belle 2, mais c'est aussi pour des expériences suivantes. On a le détecteur de supervertexing. Typiquement, c'est un détecteur de pixels de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de micromètres, ce qui n'est rien du tout comparé à votre caméra de téléphone, qui d'ailleurs a des pixels de la taille du micromètre maintenant, et pour nous, ça nous suffit. Puis d'ailleurs, maintenant, on a des milliards de pixels dans un détecteur moderne. Ensuite, ça c'est entouré par un détecteur de traçage qui utilise des bandes de silicone, toutes petites bandes qui, dans une direction, sont de l'ordre d'une centaine de micromètres et elles sont très longues, de l'ordre d'1 centimètre. Dépendant du détecteur, ça peut aussi en avoir plusieurs millions. Ensuite, on a ce qu'on appelle le détecteur de traçage. À Belle 2, c'est un détecteur à gaz. Les particules passent à travers un gaz ionisé et on peut mesurer les traces des particules à travers ce gaz. Bon, pour l'instant, j'en reste sur Belle 2, même s'il y a d'autres genres. Ensuite, on doit mesurer l'énergie des particules avec ce qu'on appelle un calorimètre. Souvent, ce sont des cristaux ou des scintillateurs de haute pureté et les particules passent à travers ces cristaux. Alors, comme ils sont très très denses, les particules sont généralement stoppées, en tout cas la plupart. Certaines passent à travers, mais certains types seulement passent à travers. Et ensuite, parce que c'est un tout petit peu plus difficile à faire, on a un système qu'on appelle le K-long et muon. Les K-long sont spéciaux. Ce sont des hadrons ou des mesons, mais qui ont une durée de vie très très longue. Et essentiellement parce qu'elles sont neutres, elles n'interagissent pas avec beaucoup de matériaux. Donc essentiellement, elles s'envolent, elles se barrent. Et elles peuvent être détectées par ce système. Les muons se fichent complètement de ce qu'on met dedans. Elles vont juste signaler et s'en aller. Ouais, on peut simplement détecter que à cet endroit, on a eu quelque chose qui pourrait être un muon, mais bon, donc on a besoin de ces détecteurs-là. Et c'est essentiellement tous les détecteurs qu'on a dans ce build. Il y a d'autres expériences dans lesquelles ces différents types de détecteurs sont empilés les uns après les autres, donc sur plusieurs mètres dans le LHCb, mais on a besoin de tous ces types pour savoir où les particules vont. Voici une meilleure vue, pardon, où vous pouvez voir où chaque type de détecteur est. Ici, on a le détecteur de vertexing dans les anneaux intérieurs. Ensuite, on a tracking, vertexing ici. Puis notre calorimètre qui est enfermé dans un champ magnétique, tout ça, très important. Et ensuite, dans la partie vraiment extérieure, on a nos systèmes K-long et muon. Et si on ajoute nos particules, ça ressemble un peu à ça. On peut voir les traces qui sont à cause du champ magnétique. Certaines particules juste s'en vont, ça par exemple serait des photons, et les cristaux les arrêtent. Et ça par exemple, ça serait un muon, il va juste aller par ici et aller jusqu'au monde extérieur. Donc si on voit ça dans le détecteur, on peut à peu près sûr qu'on a trouvé un muon. Alors, quand on parle de flavor physics, qu'est-ce qu'on a dans Belle 2? Les maisons B, généralement, se dégradent vers des particules plus légères. Le processus le plus simple qu'on a, c'est la triple dégradation. Pourquoi triple? Parce que... la dégradation en arbre. Parce que ça ressemble ici à un arbre. Ça se dégrade en
neutrinos qui produit encore moins de particules. Donc cette partie ici, c'est la constante qui définit à quelle fréquence ce quark B devient un quark charme. Et si on mesure cette constante plus précisément, on peut dire approximativement si ça se produit plus ou moins souvent que ce à quoi on s'attend, et ça nous permet de trouver de la nouvelle physique. On a aussi la dégradation en boucle, ça c'est un peu plus compliqué. On l'appelle dégradation en boucle parce qu'ici on a quelque chose qui ressemble à une boucle. On a des particules additionnelles ici, et là on a un photon qui est émis, et notre quark B peut devenir un quark D ou S. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces nouveaux effets de physique qu'on cherche dans la physique à haute énergie, dans la flavor physique, la nouvelle physique peut se cacher dans cette boucle. C'est plus facile de se cacher là qu'à gauche, parce que à gauche, on peut voir les petits effets. Jusque-là, on a trouvé le boson de Higgs il y a 12 ans, et on sait qu'il n'est pas chargé, qu'il n'est pas polarisé. Sa charge est de 0. Mais si on peut voir d'autres particules qui pourraient se cacher dans un de ces processus, on pourrait avoir un boson de Higgs chargé, par exemple, et ça pourrait modifier, par exemple, la fréquence à laquelle on voit certains résultats. Donc ça, c'est la partie très intéressante. Il faut vraiment qu'on étudie ces processus dans un niveau de détail très élevé afin de comprendre ce qui se produit à l'intérieur, et peut-être que là, on peut avoir des déductions de la présence de nouvelles particules. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement le boson de Higgs chargé, ça pourrait aussi être de la matière noire, puisque, après tout, on sait que ça existe. Donc comment est-ce qu'on peut regarder les données ici? On a beaucoup de données. Les électrons et les positrons se croisent tous les 4 nanosecondes. Donc on a de la donnée tous les 4 MHz. On a des trucs qui se produisent à 30 kHz par exemple. Donc là on a les déclencheurs à premier niveau. Là on a des FPGA. Je ne vais pas aller dans les détails. Il y a eu une présentation sur l'FPGA il y a 2 heures dans cette pièce. Mais on prend toutes les données qui viennent des détecteurs. Donc c'est plusieurs centaines de gigas par seconde. On analyse ces données brièvement et on prend une décision. Est-ce que ces événements sont assez intéressants pour nous pour qu'on passe le temps de les regarder plus en détail? Donc les FPGA ici ont 5 microsecondes pour prendre toutes les données, les analyser très brièvement et décider si c'est intéressant ou pas. Donc ces événements ici à 30 kHz après la première sélection vont vers les triggers à haut niveau. Ça c'est 9000 cœurs de CPU et on va potentiellement en ajouter dans le futur. Et ça permet de faire la sélection finale des événements. Et là, on a une sortie qui est à plusieurs kilohertz et on écrit quand même toujours plusieurs gigaoctets par seconde sur le disque à cette dernière étape. Donc le disque ici, c'est pas juste des disques durs tels que vous les connaissez. Qui ici connaît le stockage sur bande magnétique? Ok, pas mal de monde, mais évidemment avec cette audience, c'est pas étonnant. Donc, on stocke d'abord ça sur disque pour pouvoir les analyser, et ensuite on stocke ça sur des bandes magnétiques. On a besoin de téraoctets, de pétaoctets de bandes pour pouvoir tout stocker. Alors on ne peut pas juste aller voir une entreprise, leur demander hey, construisez-nous un détecteur, écrivez le logiciel et faites la lecture. Non, tout ça c'est du hardware et du software complètement custom qu'on a fait spécifiquement pour ça. La lecture du détecteur, on vous a dit, c'est fait à partir d'un FPGA qu'on a fait nous-mêmes. D'autres détecteurs utilisent des GPU. On a des logiciels qu'on a écrits principalement en C et en Python et en C++. Pour comparer ça au LHC, là-bas, les collisions, c'est toutes les 25 nanosecondes, donc à 40 MHz. La première présélection est au niveau du détecteur, mais la sortie du niveau 1 est toujours de l'ordre de 100 kHz. Donc on réduit les données de là à là par un facteur de 40, de 400 dans le cas du LHC. On a le deuxième stage, L2. Là, c'est aussi une collection de CPU. La sortie est ici de l'ordre de 1 kHz. Et enfin, on a la sélection d'événements finale avec les triggers à haut niveau. La sortie là est toujours de l'ordre de 100 Hz et c'est toujours 10 gigaoctets par seconde. Le logiciel de reconstruction et d'analyse, tout ça c'est développé chez nous. On ne peut pas juste aller voir IBM ou les GAFAM ou SNP et leur demander de construire ce software pour nous. Parce que c'est nous qui avons construit ce détecteur, on sait mieux que quiconque ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire.
Il y a énormément de doctorats qui ont été investis dans le développement de ces logiciels. Et c'est un logiciel qui a été développé sur une période de plus de 10 ans. C'est fait en C++ et Python essentiellement, avec un peu de Fortran aussi. À l'heure actuelle, ça fonctionne uniquement sur des processeurs x86. Et à chaque étape, on augmente l'utilisation de machine learning, notamment dans la reconstruction et aussi plus tard dans l'analyse. On se base aussi beaucoup sur des logiciels externes, souvent de l'open source, sous des licences différentes, qui parfois sont plus ou moins contradictoires. Par exemple, vous pouvez utiliser notre code mais pas le modifier, ou vous pouvez, mais il y a des restrictions. Tout ça est basé sur un logiciel qui s'appelle Root, qui a été développé au CERN. C'est le standard de la HEP. Je pense que toutes les expériences utilisent Root à leur cœur parce que c'est vraiment le couteau suisse de la physique à haute énergie. Ça fait énormément de choses dont on a besoin dans nos expériences. Ensuite, on utilise des choses qu'on appelle des générateurs. Les théories sont souvent implémentées là-dedans. Les modèles théoriques sont implémentés sous forme de code. Et ça nous donne, nous, en tant qu'expérimenteurs, une sortie qui est rapide, fiable. Et beaucoup de ces bibliothèques de code ont plus de 30 ans. Elles sont extrêmement fiables. Donc, nous, on a évalué le logiciel. Si on devait le réécrire en C++, en Rust ou autre chose, les gens disent non, mais en fait, c'est tellement d'efforts, vaut mieux apprendre le Fortran. Alors, on peut débattre de si c'est une bonne idée ou pas. Et bien sûr, il y a énormément de packages Python pour notamment tout ce qui est machine learning, NumPy et tout un tas d'autres choses utilisées notamment pour les graphiques. Si on parle d'autres logiciels dans les expériences, beaucoup de ces trucs-là ont 20-30 ans. Les détecteurs Atlas CMS du LHC, c'est des trucs qui ont été planifiés dans les années 90 et qui sont maintenant en utilisation. Donc, c'est des logiciels qui ont été utilisés sur des décennies et les standards du logiciel ont changé. Le C++ a énormément changé durant ce temps. Il y a des morceaux qui ont été réécrits, mais pourquoi changer quelque chose qui marche? D'autres systèmes utilisent Java, Julia qui monte, CUDA bien sûr pour l'accélération dans les GPU. Beaucoup de ce code ne marche que sur des plateformes x86, des CPU AMD ou Intel. Mais certaines parties ici sont les mêmes partout. Les générateurs, les modèles physiques qui sont utilisés sont généralement les mêmes partout ou sont très similaires au moins. Et maintenant, de façon un peu plus large, toutes les expériences veulent devenir de plus en plus précises sur tous les aspects. On veut prendre 10 fois plus d'événements que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on a envie d'être beaucoup plus granulaire, donc de plus en plus précis. Donc, de centaines de micros en taille de pixels à des dizaines au maximum. Et donc, plus de pixels, ça veut dire bien plus de données qui viennent des détecteurs. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir des terabytes de données par seconde qui viennent des détecteurs qu'on doit gérer, l'analyser et ensuite stocker. Et ceci a un impact énorme sur les systèmes de déclenchement et pour savoir si c'est intéressant ou pas comme événement, et donc tous les logiciels qui sont derrière. Ce sont des graphes de détection. Ils veulent vraiment augmenter le nombre de détections. Et on peut voir ici qu'on arrive à la phase LUMI et voilà ce qu'ils veulent avoir comme puissance de calcul. Et donc, c'est plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, on augmente d'un facteur de 16 la puissance de calcul, le stockage. Et donc, c'est très difficile de ramp up pour avoir de nouveaux détecteurs plus performants. En plus, ça, c'est uniquement les données. On a aussi ce qui s'appelle l'analyse aveugle. On utilise des simulateurs de détection pour simuler tous les détecteurs et tous les événements sont simulés là. Et dès qu'on a des données simulées, on utilise toute l'analyse telle qu'elles sont. Et donc, de la même façon qu'en médecine, on peut avoir des placebos, ici, on a du code qu'on fait tourner. On ne dit pas aux gens s'ils vont avoir les vraies données ou des données simulées. Et parfois, on fait
10 fois plus de calculs sur des données simulées que sur des données réelles. Bien sûr que si vous avez 10 fois plus de données réelles, vous devez aussi simuler 10 fois plus de données. Et ça devient assez compliqué. Il faut énormément d'infrastructures de calcul et des logiciels très performants, à la fois en termes de CPU, en termes de mémoire. Enfin, dans ces 10 dernières années, on a atteint ce qu'on appelait un des grands murs de la physique. La grande grille de la Donc aujourd'hui, il y a 1,4 million de cœurs, 1,5 exabytes de stockage sur toute la planète, en disque et en tape. Et donc, vu qu'il y a une infrastructure qui existe, pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc, on utilise cette infrastructure qui est possible uniquement grâce au World Wide Web, qui a été aussi inventé au CERN. Et à beaucoup d'endroits, on utilise du machine learning de plus en plus. Je ne connais pas trop d'analyses qui n'utilisent pas de machine learning. C'est un outil très important. Certaines personnes débattent encore si on peut vraiment utiliser des outils de machine learning. Mais à la fin, on a un intérêt de plus en plus grand sur la simulation de détection en utilisant des réseaux de neurones. Parce que c'est de la simulation très très coûteuse. Il faut plein de secondes pour simuler uniquement une particule dans un caloromètre. Et les réseaux de neurones améliorent la vitesse de simulation par plusieurs ordres de magnitude avec la même précision. Et donc, ça peut impacter énormément ce qu'on peut analyser et simuler, si on peut simuler 10 fois ou 100 fois plus rapidement. Donc, en résumé, la physique des hautes énergies est bien plus que le CERN et le LHC. La physique des saveurs est très intéressante et peut arriver à des connaissances très intéressantes. Ça peut nous permettre de comprendre d'où on vient nous-mêmes. Et c'est uniquement possible grâce à des collaborations entre des labos tout autour de la planète. On investigue encore le cœur des instructions illégales de l'univers et du modèle standard. Donc, on essaie de trouver où sont l'antimatière qui nous manque, et donc aussi la matière noire et l'énergie noire. Et ça nécessite du logiciel de pointe, et aujourd'hui, c'est vraiment possible uniquement grâce à du machine learning. Merci beaucoup. Thank you very much for this nice introduction. Are there questions? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous quittez la salle, faites-le en faisant le moins de bruit possible. Et on va commencer avec le microphone 3. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Vous avez mentionné que ce détecteur est au Japon. Quand je pense au Japon, je pense au tremblement de terre, évidemment. Est-ce que cela influence vos mesures? Ouais, alors en partie. Généralement, s'il y a un tremblement de terre, comme par exemple nos rayons de collision sont déroutés le plus vite possible pour pas que ça fasse complètement n'importe quoi, et on arrête le générateur à cause du tremblement de terre. Ça happen automatiquement. Donc, s'il y a un tremblement de terre, ça arrive relativement fréquent. C'est possible qu'on ait besoin de réaligner après, parce que à cause du tremblement de terre, parfois les différentes pièces des détecteurs se désalignent légèrement. Mais c'est des décalages de l'ordre du micromètre, et généralement on va recalibrer ça automatiquement. Mais oui, en tout cas, clairement, ça a un impact. Et on va au microphone 1. Oui, bonjour, merci pour votre conférence. Merci de simplifier pour les mortels comme nous, pour qu'on puisse comprendre. Ma question est, sur la stack logicielle que vous avez expliquée, la détection et ensuite la reste de l'analyse, maintenant que vous dites que vous voulez aller 10 fois, 100 fois plus de données, l'étage le plus rapide serait avec des FPGA, et ensuite on passerait sur du numérique, et donc avant c'est uniquement de l'analogique, et donc il faut convertir tout cet analogique en numérique.
Et aujourd'hui, je ne connais que certaines puces de Xilinx qui permettent de faire ça. Est-ce que vous avez des FPGA et quel FPGA vous utilisez aujourd'hui et dans le futur? Alors pour autant que je le sache, la conversion digitale se passe déjà côté détecteur, donc les FPGA ne reçoivent que des informations digitales. Après, sur les FPGA du côté trigger, reçoivent genre, oh oui, on a cet événement, là, machin. Ils envoient un signal au détecteur, et le détecteur après envoie un signal digital au pipeline. Après, s'il y a des idées pour faire passer tout à travers les FPGA, que les FPGA analysent les données et par le détecteur, mais là, au point où on en est, voilà, tout ce qui rentre dans la FPGA par là, c'est la seule sortie. Il y a d'autres plans. Au NHCB, ils ont des plans pour déjà faire des choses comme ça, avec plusieurs étages de triggering. Ils collectent tout ce qu'ils récupèrent et ils envoient ça à une grosse ferme de cellules de GPU. Bon, bien sûr, les FPGA sont aussi employés au niveau des détecteurs, donc on récupère ces informations-là en forme digitisée, mais après, il faut rajouter 2-3 petites informations, les stocker quelque part, peut-être faire encore un peu d'analyse additionnelle avant de les envoyer. Donc les FPGA sont aussi impliqués ici. Et est-ce que ce sont des FPGA Xilinx? Je sais pas. Pour nous, je pense que oui, en grande partie, mais je peux pas dire ça bien définitive. To the internet. La question suivante vient d'Internet. Bonjour, merci pour la super conférence. Internet a une question générale. Est-ce que les technologies existantes de détection de particules sont utilisées pour des études? Alors, je sais pas trop ce que capture veut dire dans ce contexte, je suis désolé. Du stockage, j'imagine. En général, c'est pas conseillé de stocker toutes les données, parce que c'est déjà de base, c'est pas forcément intéressant. Hein, bien que notre trigger puisse dire que oui, ça l'est, mais en fait. Et dans d'autres expériences, on stocke toutes les particules et dans notre détecteur aussi. Mais d'autres expériences pourraient dire oui, nous, on est intéressé que par un subset des particules, parce que le reste, on s'en fiche. Mais bon, bref, en tout cas, ça dépend hautement de l'expérience. Je ne connais pas les détails des expériences. 2, please. Microphone 2. Merci beaucoup pour cette conférence détaillée et intense. Ma question est, à chaque fois que je lis des articles à propos des découvertes de ces toutes petites particules, il y a des sous-titres qui expliquent qu'on a besoin de plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent à dépenser pour trouver ces particules les plus petites qui existent, et donc pour avoir plus de réponses sur notre monde et la raison pour laquelle on vit. Et je serais très intéressé sur votre opinion sur la réalité de trouver les particules les plus petites, ou est-ce que c'est une question infinie? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment trop, mais on pourra en parler dehors après la conférence. D'ailleurs, je pense qu'on n'a plus le temps. I think we still back to the internet. Maybe On peut encore avoir une question d'Internet. Il y a une autre question d'Internet qui est: quelles sont les limites matérielles des particules qu'on peut détecter? Non, et donc les nouvelles particules qu'on peut actuellement détecter. Alors, c'est pas vraiment une question de matériaux. Par exemple, au LHC, le but, c'est simplement d'avoir de la haute énergie. Alors, peut-être construire un nouvel accélérateur qui ferait 27 km ou qui ferait maintenant 100 km, parce qu'on pourrait augmenter le niveau d'énergie d'un ordre de grandeur, ou à peu près. Ouais, enfin... Le problème, voilà, c'est pas la limite, c'est pas le matériel, les matériaux, pardon, mais c'est comment est-ce qu'on peut analyser les données. C'est pour ça qu'on a aussi des plans pour avoir des détecteurs plus granulaires, plus précis, parce que si on peut mesurer mieux là où vont les particules, on sera probablement capable de trouver de la nouvelle physique bien mieux. Mais bon, en tout cas, on n'a pas vraiment une grande limite niveau matériaux. Peut-être des limites de détection si on veut les lire trop vite.
on a peut-être besoin de les refroidir plus vite, réduire la quantité de chaleur qui est générée. Mais bon, tout ça, c'est de la spéculation pure et dure, donc ne me citez pas là-dessus. Unfortunately, we Donc malheureusement, nous avons atteint la fin de notre temps, mais vous pouvez toujours parler avec notre speaker après le talk. Remercions-le encore.